Double attentat au Pakistan. Le bilan est lourd, 14 morts et 70 blessés au moins. Les chrétiens sont remontés. Le cyclone Pam a fait parler de lui à Vanuatu dans le Pacifique Sud. Face à l'ampleur des dégâts, l'état d'urgence a été décrété dimanche. Cas de bavure policière au Bénin, un jeune béninois en est mort la nuit du 24 décembre à Cotonou. Vous suivrez les résultats d'une enquête menée par SICA dans cette édition. Bon matin et bienvenue à cette nouvelle séquence du journal sur SICA. La femme du principal opposant burundais, Agathon Rwasa, a été dimanche blessée par balle à la tête par un homme armé non identifié à Bujumbura. La victime, source de l'information, dit avoir été l'objet d'une attaque politique. Un extrait de ses propos. Moi, mon pire, je ne vois pas rien. Seulement, comme je suis la femme de Rwasa, lui-même, il est filé chaque fois. Peut-être il voulait me tuer pour le rendre malheureux, pour pouvoir au moins l'intimider. Ce sont des mobiles politiques, aucune chose autre. Moi, je ne fais aucune fonction publique, je ne fais aucune chose. Moi, je suis à la maison, je suis maman des enfants seulement. Au Bénin, la population est toujours sous le choc de l'affaire Axel Micho-Diaoun. C'est le nom d'un jeune homme tué par la police dans la nuit du 24 au 25 décembre 2014. Un cas de bavure policière qui, malgré le temps, a du mal à passer. Joël Yetonji et Juste Danvissou pour plus de précision. Abattu, affligé et inconsolable. C'est peu dire pour traduire l'état d'âme de la famille Micho-Diaoun. Un des siens, Axel, dans la fleur de l'âge, 18 ans, a brutalement été arraché à son affection. Fauché d'une balle de la police, il sera présenté comme un vil individu, un malfrat de grand chemin. Mais trop tôt, les chevaux ont pu être démêlés. Axel n'était pas l'un de ces divorcés sociaux. On ne va pas à un braquage avec l'ensemble de ses camarades d'école. Nous confirmons que ce n'est pas un braqueur. Juridiquement parlant, c'est un meurtre. Cette position des avocats de la famille de la victime sera plus tard confirmée à l'issue de confrontations. Les clarifications faites, le peuple béninois attentif à l'évolution du dossier était plus que révolté de découvrir le poteau rose. L'affaire Micho-Diaoun est un drame familial qui a rejailli sur toute la nation. Aujourd'hui, le cas Axel a eu l'écho que cela a pu avoir simplement parce que M. Micho-Diaoun est quelqu'un dans ce pays, un ancien chef d'état-major de la marine. Et c'est pour cela qu'on en parle. Et tous ces anonymes. On n'avait pas besoin forcément de tirer sur ce garçon et que plus tard, cela se révèle un peu comme un canular. Tout le peuple a compris maintenant que tous les trophées de guerre qu'on nous montre, ce ne sont pas forcément des braqueurs. Pour l'avocat conseil, nul n'est à l'abri. L'image de l'armée écorchée devra être restaurée sans complaisance par l'armée elle-même. Lorsque les éléments sur le terrain s'égarent, c'est la hiérarchie qui devrait les rappeler à l'ordre. Même après les faits, pour dire attention, après nos enquêtes, voilà ce que nous avons vu. Voilà la vérité. Mais quand cette hiérarchie ne se donne pas ce travail-là et couvre ce qui a été fait, c'est un risque que nous courons tous dans le pays. D'aucuns y voient une responsabilité plus grande et à un bien plus haut niveau. Mon cœur saigne et je pleure parce que des Micho-Diaoun, il y en a eu et il y en a. Par la bêtise de ceux-là qui sont chargés de nous protéger. Le gros problème qui se pose dans notre pays, c'est l'impunité. Nous avons fait marche le 27 décembre. On nous a gazés. Les auteurs sont connus. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Ils ont été promus. Loin de la polémique, la famille éplorée, autorisée à faire le deuil et à conduire à sa dernière demeure, Axel Micho-Diaoun, voudrait espérer que son fils n'est pas mort inutilement. Mon sentiment
c'est qu'il n'y ait pas de haine, qu'on ne cherche pas à se venger, mais qu'on cherche seulement la manifestation de la vérité afin que de jeunes innocents comme lui ne connaissent plus des fins tragiques et surtout en ces jours de fête comme le 25 décembre. En attendant que toute la lumière soit faite sur ce dossier, l'agent de police, présumé coupable du crime, est placé sous mandat de dépôt. L'affaire, elle, est toujours pendante devant la justice et devra livrer ses secrets dans les jours à venir. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan, le chef du Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a saisi la justice pour annuler son éviction décidée par ses opposants en interne. C'est la deuxième fois en 3 mois que le FPI, la principale formation de l'opposition en pleine crise, seront devant la justice pour régler ces querelles internes. Décembre dernier, Pascal Affi-N'Guessan, qui préside le FPI, avait déjà obtenu l'annulation d'un congrès où devait être élu un nouveau président. Cette fois, il demande à la justice de frapper de nullité le comité central du parti qui a prononcé sa suspension. Un comité qui serait illégal au regard des textes du parti. Le comité central, on se souvient, avait décidé du remplacement de Pascal Affi-N'Guessan à la tête du FPI par Aboudra Sangaré. Nous allons de ce pas au Mali, une semaine après avoir été la cible d'un attentat djihadiste qui a fait 5 morts. Le restaurant-bar La Terrasse a rouvert ses portes samedi à Bamako avec des mesures de sécurité renforcées. Il faut désormais se soumettre à une fouille sous la surveillance d'agents de sécurité privée pour accéder à ce lieu dans le quartier de l'Hippodrome. L'enquête sur ce premier attentat à Bamako cible une dizaine de terroristes, dont un russo-malien, selon une source proche du dossier. En Égypte, où s'est tenue la conférence économique de Sharm el-Sheikh, plusieurs milliards de dollars d'investissements étrangers ont été promis au pays. Des promesses qui confortent le pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi et l'image de l'Égypte, un pays qui se veut le fer de lance arabe dans la lutte contre les djihadistes. Baptisé conférence sur l'avenir de l'Égypte, ce rendez-vous économique présente également un aspect politique et montre les soutiens internationaux dont bénéficie le président Abdel Fattah al-Sisi. L'homme est pourtant accusé par les organisations de défense des droits de l'homme de réprimer dans le sang toute opposition depuis qu'il a accédé au pouvoir. Mais ceci n'a pas empêché des investisseurs étrangers de s'engager avec l'Égypte. En effet, au lendemain des 12,5 milliards de dollars d'aide apportée à l'Égypte par 4 monarchies du Golfe, le conglomérat allemand Siemens a signé samedi avec le gouvernement égyptien un contrat de 4 milliards d'euros pour la construction d'une centrale thermique au gaz et de turbines à vapeur d'une capacité de 4,4 gigawatts et des éoliennes d'une capacité totale de 2 gigawatts. Selon un porte-parole de la firme, des protocoles d'accord concernant d'autres projets d'un montant total de 6 milliards d'euros ont été également signés. Les autorités du Caire ont en outre formalisé un contrat avec le géant pétrolier britannique BP pour un investissement de 12 milliards de dollars dans un champ gazier, un accord rendu public début mars. 1 million de Brésiliens ont manifesté dimanche à Sao Paulo pour réclamer la destitution de la présidente de gauche, Dilma Rousseff. Cette dernière est la cible d'une grogne montante en raison de la crise économique et du scandale de corruption Petrobras qui ébranle sa majorité. Les manifestations organisées dimanche dans tout le pays contre la présidente réélue de justesse fin 2014 ont mobilisé près d'1,5 million de personnes selon les estimations ville par ville de la police militaire, soit une marée humaine comparable au pic atteint lors de la fronde sociale historique de juin 2013. Le gouvernement brésilien insiste sur la nécessité de combattre la corruption après que 1,5 million de personnes soient descendues dans les rues à travers le pays pour protester contre le gouvernement de gauche de la présidente Dilma Rousseff. José Eduardo Cardoso, ministre brésilien de la Justice. Também ressalta a necessidade
Le gouvernement insiste sur le besoin de creuser nos mesures pour combattre la corruption, à la fois avec de nouvelles mesures qui seront annoncées par la présidente Dilma Rousseff dans les prochains jours, en accord avec une promesse qu'elle a faite durant sa campagne et en écoutant le peuple, parlant au peuple pour voir ce qui pourrait encore être présenté. Le peuple qui frappe des casseroles doit être respecté. Le peuple qui approuve le gouvernement doit être respecté. Ceux qui pensent le contraire doivent être respectés. Nous devons mener le dialogue avec tout le monde. Notre gouvernement dirige 200 millions de Brésiliens. Le dialogue est ouvert à ceux qui nous approuvent et à ceux qui nous critiquent. C'était là le ministre brésilien de la Justice. Le Vanuatu, dans le Pacifique Sud, a décrété l'état d'urgence dimanche après le passage dévastateur du cyclone Pam sur cet archipel du Pacifique. Des villages entiers ont été rasés dans l'un des pires désastres météorologiques jamais survenus dans la région. Villages rasés, maisons pulvérisées, arbres arrachés, routes coupées, les agences humanitaires décrivent un impressionnant spectacle de dévastation générale. Un très violent cyclone tropical a frappé l'archipel de Vanuatu, dans le Pacifique Sud. L'étendue des destructions était impossible à évaluer dimanche, les communications ayant été coupées dans une grande partie du Vanuatu. De plein fouet, l'archipel a été frappé dans la nuit de vendredi à samedi par des vents atteignant 330 km/h. Quand l'eau est montée, tout le monde était endormi. Et des personnes qui se sont réveillées sont allées taper sur la porte de tout le monde. Nos voisins tapant aux fenêtres, criant en disant à tout le monde « Il y a inondation !» Et tout le monde s'est réveillé et courait partout. Des jouets, le vélo de mon enfant, je ne sais pas où c'est. Alors que l'ONU avait fait état de la mort non confirmée de 44 personnes dans cet archipel aux 80 îles, le Bureau national des catastrophes a confirmé que 6 habitants avaient été tués par le cyclone. Le cyclone Pam a traversé la principale île de l'archipel où habitent plus de 65 000 personnes et un groupe d'îles situées plus au sud et qui compte 33 000 habitants. Le temps du cyclone, les Vanuatuans ont vécu 15 ou 30 minutes de terreur absolue. Malgré tout, l'aide internationale commence à arriver en réponse à l'appel pressant lancé la veille par le président Londal. La directrice générale du Fonds monétaire international a dimanche promis d'aider le Vanuatu après le passage dévastateur du cyclone Pam. Les talibans revendiquent un double attentat qui s'est produit dimanche au Pakistan dans un quartier chrétien de Lahore. Le drame a provoqué la colère des chrétiens en minorité dans le pays. Le bilan est d'au moins 14 morts et 70 blessés. 14 morts et 70 blessés découlent du double attentat qui s'est produit dans un quartier chrétien du Lahore au Pakistan. C'était durant la messe de dimanche. L'attaque a été revendiquée par les talibans pakistanais de Tehrik-i-Taliban Pakistan, provoquant une réaction violente de cette minorité souvent victime de discrimination. Les 2 explosions se sont enchaînées en fin de matinée à proximité de 2 églises situées à environ 500 mètres l'une de l'autre dans le quartier de Yuanabad où s'assemblent des dizaines de milliers de chrétiens les dimanches. On écoutait le service. D'un coup, une bombe a explosé. C'était le chaos. Tout le monde a crié « explosion ». Et pendant qu'on parlait de la première explosion, il y en a eu une deuxième. Nous avons couru et sommes sortis de cet endroit. Nous sommes venus à l'église principale et avons vu le chaos complet, des corps partout. Des centaines de chrétiens pris de colère ont jeté des pierres aux policiers. Ces derniers sont accusés d'incapacité à protéger les minorités. Aux 14 morts s'ajoute le décès de 2 autres personnes soupçonnées d'être liées à cette attaque et donc lynchées par les manifestants en colère. Sur les chaînes locales, des curés appelaient au calme alors qu'à Karachi, première ville du pays, des chrétiens bloquaient des routes et incendiaient des pneus en guise de protestation. Ce double attentat est la plus meurtrière perpétrée dans le pays contre des chrétiens depuis celui des talibans contre une église de Peshawar en septembre 2013. Ce sera tout pour ce rendez-vous des informations sur Sika. Mesdames et messieurs, ravi de vous les avoir présentées.